Pas de Grand Prix d'Émilie-Romagne ce week-end, vu la catastrophe naturelle que subit la région en ce moment. L'annulation de ce Grand Prix cette année était tout à fait normale. Du coup, je n'allais pas vous laisser sans un Fast Five historique. On repart en 2005, à une époque où un certain Lance Stroll était collé probablement à sa télévision en espérant une victoire de son favori et non pas de son futur coéquipier. Voilà, ça c'était il y a 18 ans. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast Five, 5 réactions sur le Grand Prix d'Imola 2005. J'ai eu l'idée vendredi pour le coup de faire ce Fast Five et par un alignement de planètes je ne sais pas comment, la F1 a mis ce Grand Prix d'Imola 2005 disponible en intégralité sur YouTube samedi. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Honnêtement, vous ne perdez pas votre temps. Allez, on commence par la première réaction et elle concerne le nouveau pilote Toyota de cette année 2005, Jarno Trulli, inventeur du fameux Trulli Train. Je vais vous expliquer. Alors, qualifié P5, plutôt du bon côté de la piste, bon départ. Il prend tout de suite la P4 à un certain Mark Webber qui était plutôt des grands jours, on va dire. Et alors derrière, c'est pas le train DRS, c'est le Trulli Train. Bon. Je vous explique. Alors en fait, en début de course, Jarno Trulli arrive quand même à pas se prendre la misère par un certain Jenson Button qui voit Raikkonen et Alonso s'échapper à grande vitesse devant lui, mais il se fait petit à petit décrocher par Button et sa barre Honda, mais ça va. On va avoir le droit à un peloton d'au moins 6 voitures collées comme jamais, mais qui, par le dirty air essentiellement, sont incapables de se dépasser les unes les autres, voire dépasser la voiture du bon vieux Jarno Trulli. Pire, Webber va tellement ronger son frein derrière la Toyota qu'il va finalement faire une petite erreur à la dernière chicane qui va donner suffisamment d'aspiration à Takuma Sato qui va faire tout simplement l'intérieur au premier virage à Tamburello. Alors les deux vont freiner très tard, Webber n'a pas spécialement défendu sa position et Sato manque de ne pas passer le premier virage à gauche. Webber tente de croiser mais finalement Sato a suffisamment de vitesse pour passer définitivement l'Australien. Derrière, c'est là que c'est aussi intéressant parce qu'on avait Alexander Wurz qui remplaçait d'ailleurs Juan Pablo Montoya chez McLaren qui était blessé, qui tente donc de prendre l'avantage de la situation aussi, sauf que il n'est pas tout seul à vouloir prendre l'avantage puisqu'il y a Jacques Villeneuve sur la Sauber qui tente de prendre l'avantage sur la McLaren. Donc c'était un peu le boxon et finalement il y a juste Sato qui passe et tout le monde reste dans ses positions. Bref, fin du premier relais, on arrive sur les arrêts au stand qui vont avoir raison de la Toyota. Trulli et Webber pit au tour 22. Sato et Wurz vont tenter de faire l'overcut avec le peu d'essence entre guillemets qu'il leur reste. Parce que oui, contrairement à aujourd'hui, on remettait de l'essence au stand, mais on n'avait pas le droit de changer les pneus. C'était complètement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Les pneus faisaient toute la course et on remettait de l'essence. L'overcut fonctionne mais de fou. En plus de ça, faut bien prendre en compte qu'il avait plus le matin même et donc la piste était complètement lavée, avait plus le grip qu'elle avait, donc fallait trouver les petits grips à gauche à droite. Sato et Wurz ressortent largement devant Trulli et Webber qui en plus de ça prenaient du trafic avec les retardataires. Finalement, Trulli termine P7 sur la ligne, se faisant même passer par Villeneuve, il me semble, sur sa modeste Sauber. Donc c'est pas rien. Mais bon, tout le monde va être reclassé car les deux BAR Honda vont être disqualifiés pour avoir un système de double réservoir qui leur permettait de rouler sous le poids minimum pendant la course, mais d'être au poids correct lors de la pesée après la course. Donc l'écurie va même être suspendue de 2 courses, donc les 2 suivantes, Barcelone et Monaco. Le bordel que ça aurait été sur Twitter et les réseaux sociaux, j'imagine même pas. Alors le rythme de course n'était pas là pour l'Italien, son coéquipier Ralf Schumacher finit même dans sa boîte de vitesse à la fin de la course, pourtant parti depuis la P10 et ayant quand même pas mal galéré lui aussi en début de course. Bref, ça ne fonctionne pas bien pour les Toyota après un joli début de saison, profitant surtout, on va dire, des malheurs des Ferrari et des McLaren. Le plus décevant, malheureusement, ça va être surtout la contre-performance de Mark Webber, parti P4 pour finir P10. Beaucoup de petites erreurs qui lui ont coûté cher et qui l'ont mis en dehors des points, parce que c'est les 8 premiers qui marquaient des points, quand finalement on attendait un petit coup d'éclat peut-être de la part de l'Australien et de sa Williams BMW. Alors morale de l'histoire, du coup, pas besoin de DRS pour avoir un train, seulement d'un Jarno Trulli tout simplement. Alors je dis pas ça méchamment, évidemment, mais ça avait été de notoriété publique que le pilote italien avait pour habitude d'être un petit peu moins performant en course alors qu'il était plutôt très bon en qualification. C'est surtout arrivé aussi avec sa Toyota qui est pas bien, au contraire. Alors cela n'empêche que pour ce début de saison, avec les problèmes des McLaren et des Ferrari, Trulli trône toujours à la 2e place du championnat pilote,
tout comme son écurie Toyota, deuxième, 4 points devant McLaren, mais quand même un petit peu loin de Renault premier qui avait quasiment le double de points, je crois, à l'époque. Alors pour la petite histoire, Trulli terminera 7ème du championnat à la fin de la saison, avec quand même une pole et 3 podiums, et Toyota finira 4ème, soit le meilleur résultat de l'écurie japonaise de son histoire en Formule 1, et ils n'ont jamais réussi à faire mieux. Deuxième réaction, il aura fallu attendre 9 tours à Imola pour briser les espoirs de victoire de Kimi Raikkonen. Sa MP420 rend l'âme sur un problème de transmission. C'est terrible parce que la MP420 a eu du mal en début de saison en termes de rythme, de performance, mais là, elle avait claqué une vraie perf en qualif. On suspectait quand même aussi que la McLaren partait avec un petit peu moins d'essence, car oui, la qualif c'était sur 2 tours chrono, seul en piste. On avait une pré-qualif le samedi et pour donner un ordre de passage pour la qualif qu'on faisait le dimanche matin. Et il fallait partir du coup avec l'essence pour le premier relais et les pneus pour la course. Donc tu faisais ton tour de qualif avec les pneus que tu allais utiliser pour la course. Bref, on a vu Raikkonen s'envoler comme une fusée dès le départ. Il a sommé Alonso en termes de rythme, c'était assez violent. Mais comme dit l'adage, si vous voulez finir premier, premièrement il faut finir. Le Finlandais est rentré au stand avec sa voiture et aurait jeté de rage son volant de part et d'autre du garage. On veut bien le croire, c'est dommage qu'on n'ait jamais eu ces images-là parce que ça aurait été assez intéressant. Ceci dit, vu les 3 premières courses, le rythme est tout de même plus encourageant pour McLaren, sachant que l'équipe allait venir avec des améliorations de performance quelques courses plus tard. Pas vraiment besoin d'attendre parce que la pole position, la victoire et le meilleur tour en course de Kimi Raikkonen, c'est au Grand Prix suivant que ça se passe. En Espagne, ça confirme la très bonne voiture que peut être la MP420. Alors, il n'y a pas eu que Raikkonen qui a abandonné avec des problèmes mécaniques. Barrichello sur l'autre Ferrari en fait partie aussi sur panne électrique. Les 2 Minardi qui roulaient presque à domicile avec leur nouvelle monture de l'année abandonnent aussi sur problèmes mécaniques. C'était monnaie courante. Alors juste pour faire un petit point sur la réglementation, les moteurs pour la saison 2005 doivent faire 2 week-ends de Grand Prix minimum, c'est-à-dire essai, qualif, course, tous en même temps, d'affilée. Sinon, c'est 10 places de pénalité. Ah on est un petit peu loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et encore, c'était pas le pire, parce que dans les années 90, on avait un moteur pour la qualif et un moteur pour la course. Et globalement, dès que le moteur était utilisé, c'était poubelle, c'était pas fait pour durer longtemps. Max perfo, 0 endurance, et il n'y avait pas de pénalité. Bref, tout ça pour dire que Raikkonen pointe après ce 4e Grand Prix à la P9 du championnat quand il devrait probablement être plutôt à la place de Jarno Trulli en bataille avec Alonso. D'ailleurs, Raikkonen échouera contre Alonso au championnat à un petit peu plus de 20 points, 21 même pour être exact je crois. Ce qui pour l'époque est assez conséquent, je vous le rappelle, parce que c'est à peu près 2 victoires à 0 en moins. C'est une belle façon de perdre, j'allais dire. C'est pas une claque dans la gueule, mais c'est pas non plus ça se finit à 2 points, quoi. C'est gagné par Alonso, c'est effectivement perdu par Raikkonen. Bon, on va parler un peu accrochage pour cette 3e réaction. On n'en a pas eu des masses, mais on en a eu 2 à chaque fois au même virage et à chaque fois entre les 2 mêmes pilotes, Coulthard et Massa. Alors, bon, on n'a pas vu le premier accrochage entre Massa qui attaquait la Red Bull de Coulthard, mais le Brésilien a perdu la moitié de son aileron avant dans la manœuvre. Alors, il était particulièrement furieux en passant devant le garage Red Bull une fois qu'il avait changé son aileron. Il faut dire que la manière dont les deux sont arrivés sur Rivazza, donc c'est, vous savez, les 2 gauches à la fin du circuit, laisse penser que ça s'est pas bien passé en amont de la manœuvre, donc une défense peut-être trop rugueuse de la part de Coulthard ou alors une attaque trop optimiste de la part de Massa. Malheureusement, on ne saura jamais, sauf si vous étiez sur place à l'époque. En revanche, le 2e contact aux environs de la mi-course est assez intéressant à analyser. Alors Massa attaque Coulthard à l'intérieur au freinage, pas de souci, il a sa roue avant au niveau du ponton de la Red Bull quand il est au point de corde, ce qui normalement devrait suffire pour que l'Écossais lui laisse de la place pendant le virage pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas contact. Sauf que en fait Coulthard va même pas tenir compte de si Massa est là ou pas, puisque il va prendre son virage comme si la Sauber n'existait pas. Coup de roue de Massa qui fait pas exprès parce que il peut pas disparaître en claquant des doigts. Ça fait partir Coulthard légèrement en survirage, il rattrape la voiture, finalement Massa passe tout en lui faisant un petit coucou pour lui signifier tout son amour, et puis Massa prend la position à Coulthard. Alors autant sur la première attaque c'est très compliqué à juger puisqu'on n'a pas tout vu, autant sur la deuxième j'aurais tendance à appeler ça peut-être plutôt un incident de course. Coulthard laisse pas la place alors que Massa est dans son angle mort, mais Massa arrive quand même à passer tout en envoyant Coulthard légèrement en piste. Ça fait un peu un partout, quoi. C'est défense rugueuse, attaque rugueuse. Ça se termine bien, il n'y a pas eu trop de casse.
ça va. Alors mine de rien, quand même, Massa est assez optimiste sur sa manœuvre. C'est, je trouve, aussi un petit peu just, entre guillemets, pour dépasser par l'intérieur. Il lui manque genre 1 ou 2 mètres pour vraiment obliger, on va dire, Coulthard à abdiquer sa position. Là, il y est allé un petit peu trop au forcing, je dirais. Il n'était pas suffisamment devant pour être sûr et faire un dépassement vraiment dans les règles de l'art. C'était un peu juste l'attaque de Massa et la défense était un peu trop rugueuse. C'est un petit peu un tout, si tu préfères. J'aurais eu tendance à dire incident de course. De toute façon, les commissaires, probablement qu'à cette époque, ça dormait encore. Mais il n'y a pas eu de drive-through ou quoi que ce soit, quoi. Donc, ils ont laissé pisser. Quatrième réaction, il y en a un dont on n'a pas encore parlé et qui a donné une performance absolument démoniaque, c'est Michael Schumacher, bien évidemment. Ferrari arrive avec un nouveau package à Imola, tellement nouveau qu'on dirait aujourd'hui que c'est une nouvelle voiture, hein. Nouveau châssis, nouveau moteur et surtout nouveaux pneus, car oui, chez Ferrari, on roule avec les Bridgestone contre les Michelin chez Renault et d'autres écuries bien évidemment. Et les pneus, même s'ils doivent faire qualif et un Grand Prix, ne fonctionnent pas du tout de la même manière en fonction d'un manufacturier ou de l'autre. Et surtout, il y a du développement en cours de saison sur tout, y compris les pneus, bien évidemment. Alors Schumacher a fait une petite erreur en qualif, blocage de roue sur une bosse et hop, il part pétresse sur la grille. On se demandait comment il allait faire pour remonter et si la voiture en était capable. Et à quel point? Et la réponse est oui. Tout simplement oui. Bien, en arrivant sur la fin du coup du premier relais, il était donc 3e du Grand Prix derrière Alonso et Button, mais tout le monde avait déjà fait son arrêt au stand, donc quand il allait s'arrêter, il allait retomber dans le classement d'une certaine manière, on va dire théoriquement. Sauf que non, grâce un petit peu au trolley train, grâce un petit peu au trafic, et surtout au rythme de fou de Schumacher, quand il s'arrête, il ressort quand même 3e, tellement il a roulé mais plus vite que ceux qui étaient derrière dans le paquet. Alors sur son deuxième relais, il a pris en chasse donc Button, il roulait alors 2 secondes plus vite au tour que tout le monde. C'était ahurissant le rythme que la Ferrari avait. Il avait 31 secondes de retard, je crois, Schumacher sur la tête en tout début de course. Et maintenant, toute cette avance fond à grands coups de secondes. Et le meilleur allié d'Alonso pour la victoire sur ce coup-là, c'était Button, qui était donc 2e. Une fois revenu au contact de la BAR, Schumacher avait du mal à trouver l'ouverture. Il aura fallu revenir sur les Williams qui se battaient en duel pour que l'une d'elles mette un petit peu de terre sur la piste à un moment donné, pour que Jenson Button fasse une mini-erreur et finalement le Baron Rouge va tout simplement passer à la variante Alta. C'était pas fini parce que le rythme de la Ferrari s'est pas effondré pour autant et il revenait sur Alonso. La stratégie et la lecture de la course de la part de Ferrari, de Schumacher, Jean Todt, etc. était absolument parfaitement au point. Le reste en fait c'était au pilote d'aligner les tours de fou furieux quoi. Alors cette année-là, la Ferrari était loin d'être la voiture aussi dominante que, je sais pas, une F2002 par exemple. Ça n'était pas non plus une mauvaise voiture, bien évidemment, mais sur ce Grand Prix, vous avez sous les yeux le talent brut et pur de Schumacher avec une bonne voiture. Pas encore une fois la meilleure de la grille à cet instant T. De là à dire qu'il y a 2 secondes par tour de pur talent, non, je n'irai pas jusque là, mais il y a une différence, c'est certain. Combien, ça on ne saura jamais. 5e et dernière réaction, on va parler du clou du spectacle, la bataille pour la victoire dans les 10-12 derniers tours de la course entre le tout jeune Fernando Alonso et le taulier, le septuple champion du monde, Michael Schumacher, les bleus contre les rouges. On l'a vu avec Button, le dirtier, c'est l'enfer. Donc pour aller chercher une attaque, pour essayer de dépasser, faut compter à minima sur une erreur du pilote de devant ou céder des retardataires, enfin, faut un petit quelque chose en plus quoi. Et même si Schumacher est 1 seconde, voire peut-être même un peu plus rapide que la Renault devant lui, ça va pas suffire. Et du coup, on a vu toute la vista et l'intelligence de course d'Alonso ce dimanche-là. La stratégie, elle est simple, il faut se mettre à l'abri dans les lignes droites pour que Schumacher soit trop loin pour pouvoir faire un freinage, parce que la Ferrari est vraiment très forte sur les freins. Du coup, comment on fait? Et Alonso, en fait, faisait en sorte de ralentir plus que nécessaire au point de corde pour empêcher Schumacher de reprendre les gaz comme il le souhaitait, et surtout plus tôt. Donc, la Renault mettait un boulevard sur les réaccélérations alors que la Ferrari revenait mais comme un diable sur les freinages. Et c'est une technique qui est vraiment pas simple à faire. Et à un moment donné, oui, Alonso roulait plus lentement que les retardataires de devant, car en fait, il voulait juste pas les rattraper. Ce serait prendre un plus grand risque à la moindre opportunité. S'il se passe un truc qui va pas avec les retardataires, Schumacher, il aurait sauté sur l'occasion. Donc Schumacher ne pouvait pas attaquer sur les gros freinages car trop loin de la Renault. C'est pour cela qu'on le voyait beaucoup plus se rapprocher dans le début du deuxième secteur
surtout au niveau de la Tosa. Par 2 fois, il a tenté de venir faire l'intérieur, mais ça n'a pas suffi. Tous les autres endroits du circuit étaient verrouillés par un Alonso qui se plaçait très intelligemment pour empêcher Schumacher de pouvoir piloter et reprendre les gaz comme il le voulait pour pouvoir dépasser. Encore une fois, c'est ouf de se dire que le gars roule moins vite pour éviter de rattraper les retardataires et quand même, il arrive à mettre des boulevards en réaccélération pour éviter que Schumacher le c'est fou. Bref, victoire d'Alonso, 3e d'affilée et de l'année, largement en tête du championnat. Schumacher refait enfin son apparition dans la première partie de tableau après 3 premiers Grands Prix difficiles pour la Scuderia. La suite, vous la connaissez, Alonso sera donc champion du monde pour la première fois, le plus jeune de l'histoire à l'époque. Schumacher n'obtiendra qu'une seule victoire, ce sera Indianapolis et le fameux Grand Prix de la honte puisque seulement 6 voitures y ont pris le départ. On en reparlera probablement dans une autre vidéo. Mais c'est en 2006 qu'on reverra s'affronter le Baron Rouge et le Taureau des Asturies. Globalement, on n'a pas eu beaucoup de dépassements sur ce Grand Prix, mais à chaque fois, ils ont été de qualité, au forceps. Et honnêtement, je pensais que c'était une course qui allait être hyper ennuyeuse, et je me suis ennuyé à aucun moment. À aucun tour, j'ai trouvé que c'était relou. J'ai trouvé ça même très surprenamment divertissant. Et alors, quand on bat des records de dépassement aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu fausse route avec le DRS, effectivement, car un dépassement est beau par le fait qu'il y ait un changement de position, oui, mais il est surtout beau parce que c'est une bataille en amont sur plusieurs tours où justement il ne se passe pas grand-chose visuellement, à part de l'observation, des tentatives de déstabilisation, etc., etc. Et ensuite, oui, le dépassement est beau s'il a lieu, parce qu'il y a eu du boulot et une bataille en amont, en avance. Bref, on reparlera de tout ça bien évidemment un jour. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix de Monaco. Et non, je n'y serai pas. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à me poser la question. Mais bon, c'est comme ça, je serai à Paris tranquillement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.